placée pour répondre. D'accord, parce qu'en fait, je voyais pas tout le monde à l'écran. Alors, enfin, au niveau de la thérapie avec les adultes, finalement, l'important, ce serait que ces adultes puissent expérimenter une relation d'attachement secondaire dans le cadre d'une thérapie. Donc déjà, de manière générale, sans cibler des thérapies en particulier, ben, le thérapeute, comme ça, peut faire, office de base de sécurité transitoire et peut accompagner la régulation des émotions. Après, j'ai vu, justement, là, dans la série de questions, qu'on parlait précisément de la dépression. De la question de la dépression chez ces personnes désorganisées. Alors, il me semble, alors je ne suis pas spécialiste de la thérapie interpersonnelle de l'attachement, mais il me semble avoir lu que justement parmi les indications, ce serait pour les personnes déprimées, enfin dépressives. Donc voilà, cette thérapie-là pourrait certainement répondre à ce type de pathologie. Après, il y a aussi toutes les thérapies centrées sur le trauma, dont l'ICV, qui est une thérapie centrée sur l'attachement, le trauma, le MDR, enfin, en tout cas, et le MDR également. Mais en tout cas, le fait que le thérapeute puisse permettre de réexpérimenter des relations différentes dans un cadre sécurisant, euh, voilà, c'est certainement une des pistes possibles pour ces personnes, à l'âge adulte en tout cas. Merci Camille. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, les autres intervenantes? Moi, je rajouterais juste pour ceux qui sont plus concernés par les populations enfants qu'une bonne manière de travailler la désorganisation de l'attachement, c'est évidemment de passer par améliorer le caregiving, d'améliorer la sensibilité parentale dans la détection des besoins d'attachement de l'enfant, dans les réponses apportées à ça, tout ce qui est aussi la conscience réflexive et la mentalisation chez ces parents-là, pour pouvoir ainsi les amener à modifier leur comportement et donc ainsi pouvoir changer les représentations, enfin les modèles internes opérants chez l'enfant. Et je peux me permettre, en effet, bon, pour travailler la désorganisation chez l'enfant, au-delà de ces dimensions que vous êtes en train de spécifier, on a toute la recherche nous montre beaucoup de projets de recherche qui visent justement à tester l'efficacité de certains types d'interventions, viser la promotion de la sensibilité parentale pour augmenter la sécurité d'attachement, ce que, à travers de stratégies, oui, effectivement, de correction interactionnelle et de mentalisation. Plus récemment, on commence à s'orienter, après, quand on a essayé de tester les effets médiateurs de certains types de ces variables, on s'est rendu compte que c'était efficace pour promouvoir la sécurité de l'attachement, mais moins pour diminuer la désorganisation d'attachement. Et ce que, à partir des travaux de Carl Lyons-Ruth, on a commencé à investir, et on l'a fait notamment ici dans le projet KPVP en France, c'est de travailler directement, et parfois avec des techniques de vidéo feedback, mais pas que, la diminution des comportements désorganisants des parents. Voilà, c'est à ce niveau, c'est interactionnel, mais il faut d'abord qu'il apprenne à détecter sur soi-même quand sa régulation émotionnelle n'a pas de bonne qualité, donc il perd le contrôle, il devient effrayant ou alors abdique d'apaiser les comportements, le système d'attachement de l'enfant. Et donc, d'abord, ils apprennent à détecter et après, quand ça devient un peu plus conscient, un peu plus maîtrisable, à corriger ce type de réponses qui sont effrayantes ou alors abdiquantes au niveau de l'enfant. Effectivement, il y a encore peu d'études, mais notamment dans la nôtre, on a trouvé une corrélation directe de cette méthodologie d'intervention sur la diminution de la désorganisation de l'attachement. En parallèle, il a toujours la dimension transgénérationnelle où effectivement la mentalisation sur le trauma et les deuils non résolus et sur deux histoires de vie avec les figures d'attachement des parents, donc les grands-parents très négatives, une mentalisation, une élaboration plus intrapsychique et représentationnelle au niveau du trauma et du deuil non résolu sont toujours adressés dans ce type d'intervention.
Donc, pour résumer, au niveau représentationnel, tout ce qui est histoire de perte et de trauma non résolu. Et après, dans l'interaction, promouvoir la sécurité, OK, comme on fait d'habitude, mais surtout travailler à la diminution des comportements désorganisants. Et à chaque fois que l'enfant manifeste un comportement désorganisé, s'occuper directement de la régulation du stress qui est exprimé à ce moment-là, en prenant l'enfant dans les bras, le réconfortant et en l'aidant à se réguler émotionnellement. Je pense qu'actuellement, ce sont les 3 lignes d'intervention principales qu'on connaît pour la diminution de la désorganisation. Merci Susanna. Karine, tu veux compléter? On travaille au niveau de la relation, en tout cas un travail de mise en relation pour activer des représentations d'attachement sécure, donc le travail relationnel avec le thérapeute. Il y a tous les travaux sur les troubles de personnalité borderline avec attachement désorganisé, qui ont aussi des traumas développementaux. Et ce qu'on repère dans la littérature, c'est que les enfants se sont identifiés à des attributions que la figure d'attachement inférait sur l'état de l'enfant. Et donc, on parle de mécanique d'identification projective. Et tout le travail, en tout cas, l'un des travaux thérapeutiques du thérapeute, ça va être de travailler sur cette différenciation entre le vécu du patient et le vécu et ce que peut percevoir le thérapeute. Et parce que c'est des patients, en tout cas des enfants, des ados, qui vont s'identifier à ce que le thérapeute pense. Et plus ils s'identifient, plus le thérapeute pense ce que ressent l'enfant et l'exprime, plus le risque, c'est de maintenir cette identification projective et renforcer le non-changement. Et donc, nous, on travaille aussi beaucoup avec ce qu'on appelle les objets flottants systémiques. C'est même avec des adolescents, c'est des dessins, des Playmobil où ils représentent les choses avant de pouvoir les mettre en mots. Et on travaille sur leur représentation et leur vécu émotionnel. Ça, c'est vrai que c'est le 2e niveau. Et avec des adolescents, je trouve que c'est intéressant ce travail autour des objets flottants. Vraiment, on est un travail par étapes. Donc, je sais pas, voilà, c'était... ouais. Merci Karine, oui, donc ça donne vraiment une possibilité d'expliciter un peu leur vécu sans recourir aux mots. C'est un peu ça le... En première étape, toute la difficulté, ouais. c'est que la relation qu'ils vont créer avec le thérapeute, elle va être insécurisante avec des investissements et des désinvestissements. Et plus on va sur de l'émotionnel, plus ça les désorganise. Et c'est toute la difficulté. Et donc, je pense que c'est vraiment un travail autour de leur vécu. Parce qu'à un moment, quand vous livrez une interprétation, l'ado va dire « Ah oui, oui, oui », mais il ne va rien en faire, en fait. Il ne va pas la mentaliser. Il va s'identifier à ce qu'on pense, ce qu'on imagine de ce qu'il pense. Et là, ça coince, en fait. On reproduit du non-changement, on recrée une relation qu'il a connue au bout du compte, au niveau de la forme. Mais sur ça, il y a tout le travail. Alors moi, je ne suis pas spécialiste en TBM, c'est thérapie centrée sur la mentalisation sur les troubles état limite, qui est développée à Genève et à Londres. Et ils ont vraiment des techniques thérapeutiques de clarification du vécu émotionnel. Ils ont un ensemble de techniques qui sont vraiment intéressantes dans le trauma, en fait, dans la prise en charge individuelle. Et qui permettent de les amener à se rendre compte que ce qu'ils pensent n'est pas forcément la réalité, parce qu'il y a un peu une tendance chez ces personnes à considérer que ce qu'ils pensent, c'est la réalité. Que l'autre peut avoir une pensée différente, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une équivalence psychique, ce que je pense, c'est la réalité, donc l'autre pense comme ça. Comme je considère qu'on va me rejeter, donc l'autre, systématiquement, je pense qu'il va me rejeter. Et donc, on va travailler sur une diminution de cette équivalence psychique qu'on peut observer entre ma réalité et la perspective d'autrui, en fait. Alors, il y avait une autre question, toujours sur le plan thérapeutique. Par rapport à la fin de la relation avec le thérapeute, est-ce que ça ne viendrait pas réactiver pour ceux qui ont vécu des séparations traumatiques? Comment ça se gère? Est-ce que ça vient réactiver le trauma? C'était une des questions aussi qui a été posée. Peut-être sur la durée de l'accompagnement, en fait, c'est en tout cas chez l'ado, ou avec qui on travaille, c'est des prises en charge qui durent longtemps, entre 2-3 ans. En tout cas, nous, on a cette fenêtre temporelle-là, et ça se parle beaucoup avant.
Oui, voilà, c'est ça que j'avais. Comment ils veulent vivre cette séparation, et puis un espacement des séances progressif. C'est-à-dire où moi je vois les ados toutes les semaines et après toutes les 2 semaines en fin de thérapie. C'est la séparation, elle se prépare et on travaille sur sa représentation et son vécu par rapport à cette relation. On va mentaliser la relation thérapeutique autour de la séparation. Oui, j'allais rebondir dans le même sens. Ce sont des suivis très longs, 2-3 ans en moyenne aussi, je suis d'accord, et chez l'adulte aussi. Le problème dans l'attachement, ce n'est pas les séparations, c'est les ruptures. Et donc, quand on va finir un suivi, bon, si c'est des choses, normalement, on voit aussi des signaux et il y a parfois une demande de la part du patient et on doit, c'est quand ils sont prêts à partir, mais ça peut être plus ou moins négocié avec le thérapeute, évidemment. Mais effectivement, il a toute une logique de préparation à la séparation où on mentalise, on prévoit, on espace, c'est une transition. Et ça, si ce travail a été bien réussi, et on peut faire une programmation, une préparation de la séparation. Et même parfois, 6 mois après, un appel, quelque chose juste pour vérifier, quelque chose de très progressif et préparé. C'est le problème, voilà, c'est une idée peut-être à garder en tête, c'est pas la séparation, c'est les ruptures. Donc, en thérapie, on fait des séparations préparées, des transitions progressives, toujours en cherchant entre-temps des figures d'appui dans le contexte des relations proches de la personne pour qu'il ne soit pas en situation d'isolement. Donc, il y a tout un travail que prépare l'autonomie quand les personnes seront plus prêtes après. Mais du coup, Susanna, en proposant une possibilité de rappeler 6 mois plus tard, est-ce que c'est aussi une manière de dire que on laisse la porte ouverte au cas où? Toujours, on laisse la porte ouverte au cas où. Et comme on sait qu'à la base de la désorganisation, la demande d'aide est difficile, par exemple, moi, je préfère fixer une date, un appel, comme ça, on s'est mis d'accord et j'attends pas juste qu'ils me contactent en cas de besoin, parce qu'on sait qu'ils sont des personnes avec plus de difficultés d'initier cette démarche de demande d'aide. Donc, c'est formel un peu, on va dire comme ça on est obligé, entre guillemets, de le faire. Et ça nous permet d'avoir une monitorisation avec cet intervalle. Et si tout va bien, tant mieux. Sinon, c'est une opportunité de ne pas laisser les choses mal trop traîner non plus avant de les reprendre, parce que ça peut arriver. Oui. Justement.